J'ai encore une dernière question, mais je la garde en conclusion. Allez-y. Mais vous en aviez une. Ah oui, j'en ai plein parce que en fait, vous avez au moins, alors peut-être un point commun tous les deux. C'est pas la coupe des cheveux. Non, ça va pas tarder. Mais non, c'est la place de l'art peut-être dans vos vies, parce que Cédric Simenin, dans la société qu'il dirige, chaque fois qu'il construise un bâtiment, eh bien, il y a un artiste qui a travaillé et dans l'entrée, il y a son œuvre. Alors, ça peut être un écrivain, ça peut être un sculpteur, ça peut être un peintre. Vous avez écrit un livre qui est sorti récemment sur l'histoire de l'art, de l'art rupestre à Jeff Koons. Donc la question, ça serait d'abord, quel est votre rapport, enfin qu'est-ce que vous imaginez comme rapport entre l'art et l'habitat? Première question, allez-y. D'abord, un architecte pour moi c'est un producteur de sculptures habitables. C'est-à-dire que quand comme Le Corbusier parle de machines à habiter, bon, on peut. Moi, j'aime Le Corbusier comme une chose à voir ou à regarder, pas forcément comme une chose à habiter. On n'a pas forcément envie de ça. C'est très beau, c'est beau pour les catalogues, c'est beau pour les revues, mais est-ce que c'est beau et bon pour le corps? Il y a toute une architecture aujourd'hui contemporaine qui est aussi très cérébrale et très conceptuelle. Les échanges entre Jean Nouvel et Baudrillard sur la question de la transparence. Est-ce qu'on a vraiment envie de la transparence totale ou absolue? Ça va bien quand il s'agit d'un immeuble, quand il s'agit de, je sais pas, la Fondation Cartier ou ce genre de choses. On se dit, allons-y pour la transparence. Mais c'est quoi la transparence quand on est en ville? C'est de vivre sous le regard d'autrui. Donc vous avez peut-être envie de sortir de votre salle de bain tout nu et puis d'aller prendre votre petit déj aussi en étant encore à poil dans la salle. Et là, si vous dites, ah ben non, tout le monde me voit, on n'est pas dans un pays protestant. Si vous avez ça à Amsterdam, ça choque le catholique qu'on est de formation. Si vous passez à Amsterdam, il n'y a pas de rideau, les fenêtres sont là, on voit les gens vivre. Et pas que dans les vitres. Oui. Et un jour, je vois ça. Moi, j'étais à Amsterdam et je dis, mais je vois un type à poil dans sa cuisine devant moi. J'ai dit, mais je me dis, ce type, dans le genre, il est exhibitionniste. Mais je me suis dit, mais c'est peut-être toi qui es voyeur aussi, parce qu'après tout, si tu le regardes pas, s'il ne te regarde pas, tout est possible, tout est pensable. On va arriver au ready-made, attention là. Oui. Non, mais là, on peut voir en même temps l'aspect intellectuel des architectes qui, la plupart du temps, pensent des maisons sans forcément imaginer que des gens les habitent. On a juste envie de dire, cessez d'être platonicien. Moi, j'aime assez les Gaudi, par exemple, ou quelques autres qui se sont dit, bon, la logique apollinienne, la verticalité, l'horizontalité, les volumes du nombre d'or et ce chose. Bon, d'accord, très bien, tout ça, ça existe. Mais il dit, mais il y a aussi la feuille, la fleur, il y a aussi l'arbre, la jungle, et on peut avoir des formes baroques pour le coup, au sens étymologique, c'est-à-dire la perle qui n'est pas parfaitement ronde. Et j'aime assez cette architecture-là. Et je me dis, quelqu'un comme Fernand Léger, par exemple, a essayé de faire la liaison entre l'art et pas tant l'habitat. Il a fait d'abord des études d'architecte au départ, et la couleur. Et il a commencé à dire, mais attendez, si on peignait les bâtiments, vous avez un mauvais bâtiment, dès qu'il est peint avec les couleurs de Léger, surtout le rouge, le bleu, le jaune de Fernand Léger, d'un seul coup, c'est plus le même bâtiment. Donc lui, il pensait en termes de colorisation des volumes. Il aurait dû penser en termes de volume. Pardon. Des formes aussi, parfois. Dans l'architecture d'aujourd'hui, contemporaine, on retrouve parfois les formes que l'on peut retrouver chez Fernand Léger. Oui, mais c'est souvent une architecture que je dirais platonicienne. Ce qui domine, c'est quand même ça. C'est une espèce d'architecture internationale. Vous allez à Sydney, vous allez à New York, vous allez à Brasilia. Peut-être moins à Brasilia, parce qu'il y a une espèce de respect de ce qui a été fait, qui est une ville terrible. Moi, j'ai visité Brasilia, les gens qui me pilotaient dans Brasilia, qui étaient nés à Brasilia, se perdaient dans Brasilia. C'est dire un peu l'absence de point de repère possible, le caractère éminemment intellectuel de cette ville, très belle à voir, mais pas facile à vivre, d'une certaine manière. Et moi, je pense que si les architectes cessaient d'être des pythagoriciens, des platoniciens, des idéalistes, des penseurs de la forme, des penseurs de la déconstruction, parce que la déconstruction, Jean Nouvel, etc., tout ça est très bien, mais alors à ce moment-là, on aurait peut-être une autre... Je ne parle pas d'école, parce que j'en suis pas là, mais pourquoi pas. Mais Rudy Ricciotti fait des choses très intéressantes, parce que lui, il est sur une logique un peu de... Je vais pas dire de compromis, c'est pas un homme de compromis, mais formellement, il fait de l'apollinien et du dionysiaque en même temps. C'est-à-dire que c'est treillis, c'est treillage, ça reste quand même très dionysiaque, et en même temps c'est intégré, ça se trouve intégré dans des formes qui restent très apolliniennes. Et je pense qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. Mais il y a Richard Guéry aussi. Moi je trouve que c'est Richard Guéry qui lui fait des choses extraordinaires, parce qu'il y a de la feuille, il y a de la fleur, il y a de la flore. Vous parliez des pyramides tout à l'heure. L'architecte des pyramides, c'est Imhotep. Ça signifie celui qui vient vers toi. Est-ce que quand on est dans le monde de l'habitat, on va vers les autres, on est obligé d'aller vers les autres? Un architecte aujourd'hui, est-il obligé d'aller vers les autres? Ça dépend ce qu'il fait.
savez, quand Malaparte dit « je veux une maison qui me ressemble », et vous connaissez cette fameuse maison là, que Godard utilise et superbement dans Le Mépris. Ça veut dire quoi une maison qui me ressemble? La plupart du temps, vous dites, vous rencontrez un architecte et vous lui dites, allez, fais-moi une maison qui me ressemble. C'est intéressant comme exercice. Moi, j'aurais voulu être architecte quand j'étais en terminale, mais j'étais nul en maths. Et il fallait passer un bac E à l'époque, et pour avoir ce bac, il fallait savoir et dessiner, ce qui n'était pas mon cas, et compter, ce qui n'était pas mon cas. Donc je suis allé voir ailleurs. Mais je pense que d'ailleurs, j'ai perdu mon idée, on était parti sur quoi là? On parlait du lien entre l'art et l'habitat. Oui, mais la dernière. Et je ne sais plus. Est-ce que l'architecte doit aller, c'est l'architecte d'aller au devant? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. Oui, voilà. Personne ne suit en fait. Voilà. Non, mais il est difficile à suivre quand même. Et l'architecte, si vous lui dites, bon, moi je vous passe commande, j'ai l'argent, je vous passe commande d'une maison qui me ressemble, vous obtiendrez quelque chose qui devrait être, normalement extravagant au sens étymologique du terme. Mais si vous êtes smicard et que vous dites, faites-moi une maison qui me ressemble, l'architecte il va vous dire, vous me donnez combien? Vous dites, non, j'ai pas un très gros budget. Il va dire, il n'y a pas de problème, j'ai des maisons en quantité, là, vous allez avoir celle-ci. Vous aurez la même chose que tout le monde. Voilà. Et des trucs sidérants, moi je vois ça parfois, j'ai l'âge qui me permet d'avoir connu des champs qui sont devenus aujourd'hui des villes et des périphéries. Et je regardais encore l'autre jour à l'entrée d'une ville et je me disais, mais comment un architecte peut-il dessiner des choses pareilles? Des choses, à mon avis, ce type n'habite pas les maisons qu'il dessine.